Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, on va parler d'un des premiers grands films de science-fiction américain sorti en 1956 qui fête ses 70 ans. Et oui, déjà, Forbidden Planet ou Planète Interdite en VF, qui n'est pas vraiment de la série B, c'est beaucoup plus sérieux et profond qu'on pourrait le croire. C'est plus une sorte de space opera réalisé par Fred MacLeod Wilcox, qui avait déjà pas mal bossé à Hollywood, c'est même, je crois, que son avant-dernier film, hein, sur un scénario de Cyril Hume, qui notamment avait fait des films Tarzan à l'écriture, intéressant, aidé de gens autour de lui qui ont travaillé à la fois pour la SF, dans le domaine de la SF, ou au théâtre, ou en tant que créateur d'effets spéciaux, voilà, je crois qu'il y en a un qui a travaillé sur les envahisseurs de la planète Mars, et oui, les années 50, le côté SF, on y vient, hein, évidemment popularisé à l'époque déjà par quelques comics pulp, et là au cinéma, ce film on en parle encore, pour plein de raisons, et avec aussi sa musique assez étonnante et expérimentale pour l'époque, l'une des premières BO électroniques du couple Barron, et au casting la présence entre autres d'un jeune Leslie Nielsen, bien avant donc ses facéties chez les As. Il y a aussi Anne Francis, et dans le rôle principal, j'allais dire, du professeur Morbius, mais de Prospero aussi, je vais revenir sur ce point, Walter Pidgeon, parce que oui, c'est une relecture d'une de mes pièces de théâtre préférées de Shakespeare, à savoir, La Tempête, The Tempest, transposition ici dans l'espace, dans le futur, une époque donc située à peu près au 23e siècle, je crois, enfin, quelque part dans l'avenir, 2257 exactement, où on va suivre un croiseur spatial avec le commandant John Adams, le nom très américain quand même, hein, qui est à sa tête pour une expédition donc lancée vers la planète Altaïr 4, où il faut secourir un vaisseau qui s'y est perdu depuis presque 20 ans, avec le professeur Morbius, du coup. Morbius, c'est pas un nom hasardeux non plus, hein. Et là-bas, on va le retrouver. Incroyable, il a survécu. Avec sa fille, qui est née sur place, qui n'a jamais rencontré le moindre être humain. Et en plus, le professeur Morbius, grâce à la technologie locale, a pu construire un superbe robot surnommé Robbie the Robot. Alors, c'est ainsi aussi que dans le marketing, il a été nommé, faisant planer un doute à l'époque que vraiment, il n'y avait pas d'acteur dedans, mais si, hein. Et évidemment, c'est un robot qui inspirera beaucoup de robots de SF par la suite dans des films, avec des acteurs dedans, je vais pas faire la liste, mais c'est aussi inspiré d'une nouvelle de Isaac Asimov de fin des années 30, hein, Robbie the Robot, il est nommé ainsi, c'est quand même assez clair. Et alors là-bas, une fois sur place, on va essayer de comprendre ce que Morbius a découvert. C'est-à-dire une civilisation extraterrestre qui a vécu là pendant des siècles et des siècles, mais qui s'est éteinte il y a 2000 ans, hein, avant, les Krell, dont il ne subsiste aucun fossile, on ne sait même pas à quoi ils ressemblent. Par contre, l'architecture, elle est là, et surtout, les découvertes scientifiques. Évidemment, Morbius sur place, un peu perdu dans son univers à part, son paradis, c'est pas une île déserte, comme dans The Tempest, ici, c'est une planète devenue déserte. Il s'est pris un peu pour celui qu'il n'est pas. Vous savez, ce scientifique-là, qui a mis le doigt dans un engrenage de découvertes fascinantes, et qui, en mode hubris, vous connaissez cette idée, se prend un peu indirectement pour Dieu, Dieu créateur aussi d'un robot, et qui a eu sa fille entre-temps, et il a tellement voulu en savoir sur les Krell que peut-être, ça pourrait le mener à sa propre perte, et peut-être plus si affinité. Parce que les humains qui débarquent sur place, ils veulent, on peut dire, hein, s'emparer de cette technologie-là pour la Terre, ça pourrait aider l'humanité, ou pas. Et c'est un film qui sort dans les années 50. On est en pleine guerre froide, et peur du nucléaire, de la bombe atomique, de tout ce que vous voulez, et c'est évidemment dans cette idée-là qu'il faut avoir une lecture d'un film qui est passionnant, et qui est bougrement approfondi sur certains points aussi. Il y a de la psychanalyse, il y a l'aspect, le monstre du subconscient, hein, de l'id, c'est ainsi que c'est nommé. Ça vient de travaux de Freud inspirés par d'autres trucs, comme quoi, à l'intérieur de nous, si on laisse peut-être les choses se faire, et ici avec une technologie particulière, on peut matérialiser un subconscient, malgré nous, problématique, qui est le monstre au final. Ce ne sont peut-être pas les Krell, ils sont plus là,
ou ce qu'ils ont laissé, ou eux-mêmes, peut-être, ont été confrontés à ce monstre, je reste vague. Rajouter à cela une histoire d'amour donc, entre le personnage de Leslie Nielsen et la jeune femme qui découvre enfin un autre humain. Bon, ça c'est un peu le côté soap, justement, soap opéra, qui est secondaire, mais on est dans la lecture de The Tempest de toute façon. On va pas aller trop dans les détails là-dessus, je vous conseille la pièce en tant que telle, parce qu'elle est, elle est bien. Voilà, c'est pas forcément celle qui est le plus citée, bon, bien sûr, Shakespeare, hein, Hamlet, Macbeth, c'est vraiment des chefs-d'œuvre, Roméo et Juliette, on n'en parle même plus. Mais The Tempest, moins connu, et ça a inspiré pas mal d'œuvres de cinéma directement dans des relectures. Il n'y a jamais eu d'adaptation, enfin, connue, hein, je veux dire connue, parce qu'il y en a probablement eu, hein, directe et frontale de The Tempest au cinéma, donc, voilà, mais il y en a eu, hein, mais probablement pas, en tout cas, en tant que œuvre qui a été marquante pour le 7e art, mais en tout cas, sur des relectures, on y est. Et un film que je revois hein, pour l'occasion, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être une petite dizaine d'années, je ne sais plus. Mais probablement je l'avais bien aimé à l'époque, mais là je vois plus l'intérêt, surtout contextualisé. Et puis alors, cette place que Forbidden Planet a dans le domaine de la science-fiction à l'écran est très importante. On le voit ici, ça lance quelque part le côté plus sérieux du côté science-fiction, alors qu'à l'époque, c'était plus, oui, comme je disais, série B, etc., avec des monstres un peu en plastique au truc. Là, justement, on est dans une forme de suggestion de cela. L'idée qu'on parle des Krell sans les voir, mais on voit leurs vestiges de civilisation, c'est presque potentiellement Lovecraftien, cette idée-là, avec des souterrains très profonds. On pense aux montagnes hallucinées aussi. Je ne sais pas si c'est pas une des influences indirectes aussi, dans ces vestiges-là, d'êtres qui probablement étaient beaucoup plus élevés, mais qui sont plus là depuis très très longtemps, et l'humain qui peut avoir une connexion ou non avec, ça peut mener à, voilà, à certaines choses compliquées, alors avec des effets de l'époque, des matte paintings remarquables, des constructions maquettes aussi, ça fait très studio par moment, il y a même un côté un peu jungle avec un tigre, oui, il y a le scénariste de Tarzan, je ne sais pas si c'est lui qui a voulu mettre ça à tout prix, le jardin perdu, c'est une sorte d'Éden, enfin nouvel Éden si vous voulez, avec la tentation potentielle, mais plus pas forcément au niveau du couple, qui va peut-être être une forme de liberté pour la fille, justement, qui était un peu l'objet de son père, mais plutôt donc de cette idée de tentation d'être à l'égal des Krell, qui étaient tellement supérieurs avec leur machine exponentielle d'énergie d'absolu, et attention à cette énergie, évidemment, qui va rappeler celle de l'époque, qui était en train de dans le subconscient, atteindre des choses absolument terrifiantes, donc après ce qui s'est passé un peu plus de 10 ans avant, pour Hiroshima et Nagasaki, c'était l'épreuve directe, et la peur que les soviétiques attaquent les États-Unis, vous connaissez l'histoire. Bon, oui, c'est un film très américain là-dessus, qui réfléchit aussi sur la place de l'homme face à Dieu, du scientifique qui ne peut pas être, on va dire, l'équivalent du divin, bien sûr, jusqu'au bout, ça. Et c'est pas une lecture moraliste, mais quand même pas loin, quoi un petit peu. Mais en tout cas, voilà, c'est très théâtral, hein, dans une certaine disposition aussi, avec Walter Pidgeon, qui a cette charisme, cette voix comme ça, qui est marquante et qui est marquée pour son personnage. Donc oui, on a du Prospero, c'est très évident là-dessus dans son personnage. Bon, Anne Francis, elle n'est pas utilisée autre chose que peut-être, mais sur l'idée de la créature de son père, mais quand même, par l'histoire d'amour, avec le prince charmant qui débarque, ça fait très old school. Elle veut cette liberté-là et se détachera peut-être du père en prenant sa décision, mais est-ce vraiment sa décision? Oui, par l'amour, dicté peut-être par la rencontre avec ce jeune homme, qui avait 30 ans, hein, Leslie Nielsen à l'époque d'ailleurs, il aurait fêté ses 100 ans il n'y a pas longtemps, s'il était toujours parmi nous. Et ces idées-là, moi j'aime beaucoup l'architecture du film en fait, et même l'architecture de la narration en soi, mais surtout voilà, visuellement, c'est pour l'époque assez abouti. Je pense pas que ce soit un petit budget, hein, considéré. Alors 3 900 000 $ pour l'époque, c'est un film SF. À voir, mais c'est la MGM derrière, il y a quelque chose qui était peut-être à volonté plus abouti, et donc les lectures entre Carl Jung et Freud, vous pouvez en avoir ici, je vous laisse à l'analyse philosophico-psychanalytique si vous voulez, parce que je ne suis pas spécialiste, mais bon, le monstre du subconscient qui peut matérialiser les choses, quand on perd le contrôle, quand on pense avoir le contrôle, et en fait non, il peut se passer ce qui se passera, et ça mène de toute façon à un terme, quel qu'il soit, je ne fais pas de zone spoiler ici, pas la peine, mais le final est très visuellement ancré dans son époque aussi, bien sûr. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est passionnant aussi de voir ce film-là en ayant en tête ce qui est arrivé après. Que ce soit Star Trek, je crois que c'est 10 ans après. Hein. C'est très Star Trekien
dans les domaines du vaisseau et tout, les effets spéciaux déjà, enfin, côté de maquette, côté les costumes, on y est déjà. Hein. 2001 Odyssée de l'espace ira plus loin, ce sera pas du soap opéra, ce sera beaucoup plus hard SF déjà, mais il y a des prises là aussi, enfin thématiquement il y a aussi cette idée de l'homme qui veut comprendre et tellement comprendre, qui veut posséder et s'approprier, et à un moment, voilà, cette discussion, alors on passe de Robbie à Hal, on passe du robot à l'intelligence artificielle, le robot plus, mais en tout cas on sait qu'il y a une parenté qui est évidente. Et c'est pour ça que cette continuité-là est intéressante à analyser aussi. Mais en tant que film à part, Forbidden Planet fonctionne bougrement bien. J'ai, je l'avoue, peu de références sur des films précédents. J'en ai vu des extraits, un peu grotesques et grand guignolesques par moments, de ces films donc qui ont commencé à popper dans les années, alors probablement déjà dans les années 40, mais 50 aussi. Mais là, on a quelque chose qui est resté dans l'histoire et qui sera, voilà, rentrera dans ces idées-là par la suite, en mettant vraiment à l'écran quelque chose de comic pulp, oui, mais avec une grandeur philosophique aussi, ancrée dans la géopolitique de son époque aussi, avec cette BO qui est vraiment... Voilà, hein, c'est un peu des scies musicales, trucs d'électro comme ça, que j'ai mis vaguement en fond, vous les avez peut-être entendus, ces sons qui viennent d'ailleurs, mais qui sont évidemment là. D'ailleurs, c'est des sons techniquement Krell, parce qu'à un moment, il parle de composition des Krell qui serait là, et on entend un thème, donc c'est très amusant d'imaginer cela, c'est le son du futur, de l'époque, évidemment. Mais le futur du passé, c'est un peu notre présent, on est toujours un peu dans cette idée d'imaginaire, parfois aussi. Je vous rappelle que cette année, Spielberg va nous refaire un film sur les extraterrestres, eh ouais, ça promet. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Forbidden Planet, ce planète interdite, s'il vous a marqué, plus jeune, plus âgé, si pour vous c'est un pan exceptionnel de la science-fiction, et on en discute en commentaire, avec des détails si vous voulez. J'ai pas fait de zone spoiler proprement parler ici, parce que c'est pas le plus important, mais en tout cas c'est bougrement fascinant à voir, et encore aujourd'hui, 70 ans après. Allez, à la prochaine, ciao.